Il n'y a toujours pas de signe de vie de Silva. Les semaines passent et la police donne des nouvelles de moins en moins souvent. Quand l'écrivain croate Jurica Pavičić narre la mystérieuse disparition d'une jeune fille dans un village de la côte dalmate, il inscrit ce drame familial dans une Yougoslavie tourmentée qui se délite. Son polar, L'eau rouge, publié en 2017, traduit en français et en allemand, a été plusieurs fois primé. Le lecteur suit une enquête qui dure près de 30 ans, sur fond de chute du communisme, de guerre civile, puis d'invasion touristique de la côte dalmate. Jurica Pavičić, également critique de cinéma et chroniqueur renommé, vit toujours à Split, où il est né en 1965. Il fait de cette ville et de sa région le décor palpitant de presque toutes ses fictions. Split, la capitale de la Dalmatie. Une ville en perpétuelle métamorphose. De son passé antique témoigne l'orgueilleux palais de l'empereur romain Dioclétien, dont les pièces constituent les places et ruelles de l'actuelle vieille ville. Sous le régime de Tito, c'est un important centre industriel où les usines tournent à plein. En 1989, quand Jurica Pavičić démarre son récit, le communisme vit ses dernières heures et Split s'apprête à sombrer dans une période trouble. À l'instar du personnage du roman. Ce père de famille, honnête comptable d'une usine, recherche Silva, sa fille disparue. L'écrivain le projette dans cet ancien quartier de pêcheurs, Veli Varoš. Je suis très lié à cet endroit, parce que la famille de ma mère vient d'ici. Ils vivaient là, juste à une centaine de mètres. Comme c'est étrangement labyrinthique, chaotique, on s'y perd facilement. Cet aspect labyrinthique et confus m'a toujours intéressé. J'ai imaginé y créer une scène de course-poursuite, une scène de traque. Mon personnage, le père de Silva, s'appelle Jakov. Sa fille vit dans cette ville où elle fait ses études. Et après sa disparition, à un moment donné, Jakov découvre quelque chose qu'il ne soupçonnait absolument pas. Silva était impliqué dans un trafic de drogue. Ici, Jakov poursuit un homme, un dealer, qui est probablement aussi l'amant de sa fille. Jakov n'y connaît pas grand-chose en matière de drogue, mais suffisamment pour savoir que ça s'appelle une dose. Elle lui a vendu une dose. La fille deal. Il reste sous la porte cochère à observer la scène, pris d'une terreur indicible. Cette fille est de la même génération que Silva. Peut-être même la connaît-elle. Elle se tient en plein jour, sur une place dans le centre de Split, et se livre à son commerce en toute tranquillité. Il attend que l'acheteur s'éloigne. Il sort de sous la porte cochère et repart vers sa voiture. Près du théâtre, il se sent pris d'une arythmie cardiaque et d'une sensation d'étouffement. L'histoire se déroule dans les années 80, bien avant que ce quartier ne devienne touristique et gentrifié. À cette époque, c'était un quartier pauvre, voire un peu louche. Et j'ai trouvé intéressant de plonger dans cet espace labyrinthique un étranger qui ne le connaît pas. Il a quelque chose de menaçant, d'inquiétant, de morbide même, ce quartier. Et aux yeux de Jakov, il est d'autant plus confus, d'autant plus chaotique, que cet espace labyrinthique est lié à ce puzzle d'énigmes insolubles que représente pour lui sa propre fille. Le mystère demeure pendant plus de 30 ans. Entre-temps, la Yougoslavie se disloque, laissant derrière elle des vestiges obsolètes. Des dizaines de bases militaires et de tunnels sous-marins creusés le long de la côte dalmate, un réseau utilisé par l'armée yougoslave. Dans le canal Saint-Antoine,
qui relie la ville de Šibenik à l'Adriatique, l'un de ces tunnels est creusé au cœur de la roche. Dans son roman, Jurica Pavičić imagine une base militaire pourvue d'un tunnel similaire à la périphérie du bourg où vit la famille de Silva. Dans ce lieu, laissé à l'abandon, le temps semble figé. Dans les pays qui ont une histoire discontinue comme la Croatie, ce qui fascine toujours, ce sont les traces dans l'espace, les vestiges d'époques passées. C'est par exemple quand vous marchez sur les trottoirs des villes où toute l'idéologie de la Yougoslavie a été supprimée et que vous tombez sur une plaque d'égout où est gravée une étoile rouge ou l'emblème d'une entreprise socialiste. Donc ce passé surgit là où on ne l'attend pas. Et mon idée était de faire de ce tunnel une gigantesque relique d'un passé dont personne ne sait quoi faire. Dans mon livre « L'eau rouge », un tunnel comme celui-ci joue un rôle primordial. C'est un endroit qui cache un secret lié à l'intrigue principale. Et ce secret reste longtemps bien gardé, parce que ce tunnel était inaccessible. Le policier chargé de l'enquête s'appelle Gorki, en hommage à l'écrivain russe, chantre de la révolution bolchevique. Personnage passionnant, au départ intègre et communiste convaincu, il se reconvertit en enquêteur privé pour les requins du business touristique après la dislocation de la Yougoslavie. L'affaire classée de la disparition de Silva, qu'il n'a pas su résoudre, prend une dimension biblique à travers le regard de l'ancien policier. Gorki voit une image dans sa tête, une image si nette qu'il ne peut pas s'agir d'un délire alcoolisé, même s'il sait que c'en est un. Il voit le tunnel de la base militaire, et dans le tunnel, il voit l'eau sombre et ridée. Bien que la nuit soit calme, qu'il n'y ait pas de vent, l'eau n'est pas tranquille. Elle ondule, elle se cabre, et vient cogner contre la roche. Elle fait des vagues qui s'entrechoquent et s'écrasent contre les parois verticales. C'est le soir. L'eau est d'un bleu foncé, et d'un coup de bleu, elle devient rouge. Elle prend la couleur du sang et commence à grossir, comme lors de l'inondation biblique d'Égypte. Ce qui m'a toujours intrigué dans les mythologies antiques, c'est la façon dont une communauté est souvent punie pour la faute d'un seul individu. Par exemple, dans le mythe d'Œdipe, Œdipe est coupable. Mais c'est Thèbes tout entière qui est infestée par la peste. D'une certaine manière, je voulais que mon héros voie ainsi l'histoire de son pays et de l'espace dans lequel il vit. Un péché s'est produit, un crime s'est produit, un cadavre n'a pas été enterré, et puis la peste nous frappe tous. Cette peste est en fait le nouveau monde dans lequel nous vivons. C'est ce qui est arrivé à la Dalmatie et à la Croatie au cours des 20 dernières années. Disséquer la société croate, Jurica Pavičić le fait aussi dans un autre roman, La femme du deuxième étage, publié en 2015. L'histoire d'une jeune femme, Bruna, prise au piège d'une société patriarcale. Sa quête de liberté la pousse au meurtre de sa belle-mère, ce qui la conduit en prison. L'écrivain imagine le dénouement du roman dans une petite île idyllique d'Ervenik. En croate, cet endroit porte un nom qu'un étranger peut difficilement prononcer. On l'appelle Krikiaši. Évidemment, puisque c'est imprononçable, l'industrie touristique a choisi de le renommer. Et aujourd'hui, il est surtout vendu aux touristes avec un nom très accrocheur, en anglais, Blue Lagoon. Dans mon livre, cette île est l'endroit où se rend la protagoniste après sa sortie de prison. Il était intéressant pour moi de l'emmener dans un espace de liberté. Et paradoxalement, cet espace de liberté est au sens physique une prison, car par définition, une île est isolée. En même temps, je trouvais intéressant que cet endroit, qui est une sorte de prison ultime, la seule prison qu'elle ait choisie, soit beau, soit pittoresque, plein de vivacité typique de la région. Après une dizaine d'années derrière les barreaux, Bruna s'apaise enfin.
Le soleil vient de se lever et la mer vibrillonne sous le flot rouge de lumière comme une plaque pourpre agitée. Bruna s'arrête au sommet de la colline et reprend son souffle. Elle contemple le spectacle à ses pieds. Elle contemple la baie, le Blue Lagoon, le refuge final, ultime de Bruna. Si elle voulait se fixer loin des regards, alors cette île était bien le bon endroit, si bien qu'elle avait su aussitôt qu'elle y resterait toute sa vie. J'ai toujours imaginé ce livre centré sur une personne qui est comme nous tous, ayant des aspirations normales, qui veut une vie normale, qui cherche simplement quelque chose que chacun d'entre nous désirerait. Et je voulais montrer d'une certaine manière que, étape par étape, nous pourrions nous retrouver dans une situation que nous n'aurions pas forcément souhaitée. Et là, nous réalisons que nous aurions pu nous aussi devenir des meurtriers, si les circonstances avaient été différentes. Du côté opposé de l'île, l'église Saint-Georges surplombe la baie. Une incongruité architecturale. Le village dans lequel nous nous trouvons maintenant était un pauvre village oléicole qui, à un moment donné, au XVIIIe siècle, a commencé à vivre un peu mieux. Ils ont eu un peu plus d'argent, ils étaient un peu plus riches et ils voulaient s'offrir une somptueuse église paroissiale. Ils ont confié leur projet à un architecte de Trogir et la construction a commencé. Ce qu'il a fait, c'est cette façade grandiose qu'on voit derrière moi, dont les plus beaux quartiers de Venise n'auraient pas à rougir. Le seul problème, c'est que ces belles années n'ont pas duré. Les habitants ont commencé à manquer d'argent, les paiements arrivaient en retard, et à un moment donné, l'architecte a dit « Si vous n'avez pas d'argent, il n'y aura pas d'église ». Il les a laissés avec cette façade grandiose, et il est parti. Derrière ce paravent fantomatique se cache une petite église, toute simple, que les villageois parviennent à faire construire. L'église est restée inachevée et à ciel ouvert. Certains disent depuis 300 ans, d'autres 500. Elle est là et elle nous raconte la seule vérité qui vaille. Elle nous dit de quelle manière finissent les ambitions humaines. Comment les gens, les villages, les îles, les peuples échafaudent des plans et des projets immenses. Comment ils commencent à construire des façades fabuleuses et de tout cela, il ne reste que des façades. Quand j'ai découvert cette église, j'ai eu le sentiment que c'était une sorte de métaphore de la Dalmatie et de son histoire. Ce sont les syncopes de l'histoire dalmate, des hauts et des bas. Il n'y a jamais de continuité, mais chaque génération, à un moment donné, croit que ça y est, qu'elle va s'enrichir. Et puis tout s'effondre. Bruna aime passer ses samedis ici, sur cette hauteur, dans la fenêtre de cette église. Elle est assise, elle respire la marjolaine et le romarin. Elle écoute l'écho des voix dans la baie. Et elle pense à tout et n'importe quoi. Il n'y a qu'une chose à laquelle elle ne pense jamais. Elle ne pense jamais à ce qui arrivera.